Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Jérôme Dubois. Je suis responsable du marché santé chez Progelis. Donc, c'est moi qui ai le plaisir d'animer tous les mois votre webinaire. Je suis ce mois-ci également avec Damien Ancien, qui est notre directeur technique. Bonjour. Et également, nous avons la participation de Jérémy Dubrul, qui est responsable donc de l'alliance Microsoft chez Vim Software. Bonjour Jérémy. Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour à tous. Eh ben, c'est un plaisir de t'accueillir à l'occasion de cette session. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet autour du backup. Premier point, on va revenir de manière très synthétique sur la certification Azure dans le domaine de la santé, la certification HDS. Depuis le 30 octobre, qui donne de nouvelles possibilités pour les différents établissements de santé, que ce soit dans un contexte de GHT, mais pas uniquement. On viendra ensuite sur la rétention, sur la sauvegarde et rétention des données, de vos données dans Office 365, et vous donner une vision claire, aussi claire que possible, sur la rétention des données offertes par Microsoft s'agissant de vos données, pour ensuite venir au cœur du sujet, qui est d'une présentation de la solution de notre partenaire Vim Backup pour Office 365. Et enfin, pour aller plus loin, on vous donnera quelques indications sur la démarche projet, et pour ceux qui le souhaiteraient, vous proposer un test, un POC de ces solutions en fin de ce webinaire. Voilà. Alors, démarrons tout d'abord par un rappel de la certification HDS. Je vais laisser la parole à Damien. Est-ce que tu peux nous rappeler, en tout cas cette bonne nouvelle, comme quoi effectivement Microsoft est le premier fournisseur de cloud public certifié HDS. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le périmètre et en quoi consiste cette certification HDS? Oui, tout à fait. Donc Microsoft a annoncé il y a maintenant quelques mois de ça qu'il était enfin certifié certifié HDS pour ses data centers français. Donc c'est 4 data centers français, 3 qui se trouvent plutôt dans le nord de la France et un dans le sud, et ce pour tous les services cloud qui sont hébergés sur des data centers. Donc ça couvre aussi bien la partie Azure, Office 365 que tout prochainement Dynamics qui devra arriver sur les data centers français. Plus récemment, Microsoft a annoncé que cette certification HDS avait été étendue non seulement aux data centers français, mais aussi aux data centers européens existants, à savoir Dublin et Amsterdam. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est hébergé aussi bien sur les data centers Azure, Office 365 de Dublin, Amsterdam que de la France sont certifiés HDS. Ok. Si j'ai déjà un tenant ouvert à Dublin ou Amsterdam, du coup, je suis pas obligé de le migrer sur les data centers français. Non, sachant que de toute façon, pour l'instant, on ne peut plus. D'accord. Il y a eu une communication de Microsoft au moment de la certification, de l'ouverture des data centers France, qui a laissé aux clients existants 6 mois pour faire la demande pour les gens qui avaient déjà des tenantes Office 365 pour les rapatrier sur les data centers français. Et cette période-là étant terminée, les dernières migrations sont en cours de finalisation pour les gens qui l'avaient demandé. Mais aujourd'hui, si j'ai un tenant existant en Europe et que je n'avais pas fait la demande, je ne peux plus faire la demande. Il faut faire une migration de tenante à tenante. Par contre, si je n'ai pas encore aujourd'hui de tenante Office 365, du moment où j'ai une adresse, mon adresse entre guillemets fiscale au moment où j'ai signé mon contrat est en France, du moment où j'ouvre un tenant Office 365, je suis forcément sur les data centers français. D'accord. Ok. On me pose des questions. Ok, parfait. Je prends les questions au fur et à mesure. J'en ai une que je prends. Est-ce que le Patriot Act agit sur les data centers HDS de l'Union européenne? Alors, c'est une vaste question qui, pour l'instant, n'est pas tranchée, puisque les deux camps s'affrontent, parce qu'en plus de la certification HDS et du Patriot Act, il y a aussi la notion de RGPD qui vient là-dedans. Et d'un côté, on trouve des avocats qui disent que la RGPD prime sur le Patriot Act, et d'autres, il y a des avocats qui vous disent que le Patriot Act prime sur la RGPD.
Donc malheureusement pour l'instant, il n'y a pas de situation précise. Malheureusement, on aura une vraie situation le jour où il y aura un conflit et que ça se terminera devant les tribunaux et que ça sera tranché pour la première fois. En théorie, de ce que disent les juristes français, la RGPD est censée primer sur sur tout le reste. Donc en théorie, le Patriot Act n'a pas d'action sur les data centers français voire européens. D'accord, ok. Justement, tu parles de RGPD, de sécurité, tu peux peut-être nous en dire plus, effectivement? Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, Microsoft respecte à la lettre la RGPD pour l'ensemble de ses data centers, d'ailleurs pas uniquement français, mais Microsoft a souhaité anticiper les choses et s'est appliqué la RGPD au niveau mondial. D'accord. Donc là-dessus, il y a pas de contrainte à être localisé particulièrement en France ou autre. Demain, même si pour une raison X ou Y vous hébergez une machine par exemple virtuelle Azure sur un data center américain, elle serait soumise au RGPD. D'accord, ok. Donc comme on peut le voir, Microsoft a tout un ensemble de certifications, alors des globales, des locales, en fonction des pays, en fonction des industries, en fonction des États. Ça c'est juste un extrait. Il y a un site Microsoft dédié là où vous avez le lien, qui s'appelle Trust Center, qui liste toutes les certifications que Microsoft possède pour sa data center, ainsi que les procédures suivies pour répondre à ces certifications. Ok, super. Mais merci pour le rappel en tout cas du périmètre de cette certification HDS. On souhaitait faire relativement court puisqu'on a déjà eu l'occasion à 2 reprises lors de 2 webinaires de vous exposer en tout cas le périmètre de cette certification HDS et tous les scénarios possibles ou presque concernant la partie, les scénarios Azure dans le domaine de la santé, donc on souhaitait pas y revenir dessus. Mais aujourd'hui, cette certification HDS, l'intérêt, l'avantage, c'est que ça ouvre tout un champ de possibles, notamment l'externalisation du backup. Voilà. Merci Damien. On va enchaîner et introduire également Jérémy Dubrul et Vim dans cette partie-là. Est-ce que Jérémy, tu peux nous exprimer, nous exposer un petit peu les challenges que Vim et Microsoft adressent au quotidien, adressent ensemble, et c'est un partenariat qui n'est pas nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le périmètre en tout cas et ces challenges, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, Microsoft est une alliance très ancienne de Vim, dans le sens où Vim est un acteur au départ du backup des environnements virtualisés et on supportait presque depuis le début Hyper-V. Et puis au fur et à mesure et avec l'évolution en fait des infrastructures hybrides, aujourd'hui, Vim est capable de couvrir la globalité des workloads de nos clients, qu'ils soient on-premise, physique ou virtuel, qu'ils soient dans un cloud public ou dans un cloud privé. Et ce qui a changé, c'est qu'on a un certain nombre de use cases avec une partie de nos clients, c'est-à-dire l'externalisation des backups, la protection d'Azure, etc. Mais finalement qui n'avaient pas forcément d'intérêt pour le monde de la santé, sachant qu'aujourd'hui Microsoft Azure n'étant pas certifié HDS, on va dire que les établissements de santé qui avaient des obligations réglementaires concernant justement ces données ne pouvaient envoyer finalement dans Azure qu'une partie des éléments. Juste en 2 mots, Vim aujourd'hui c'est 24 000 clients en France. On est une centaine de personnes et notre plateforme a énormément évolué. Notre promesse et la manière dont on accompagne nos clients est simple, c'est de se dire finalement aujourd'hui, que ce soit pour des besoins de restauration, que ce soit pour suite à une attaque de ransomware, enfin en tout cas toutes les raisons pour lesquelles on a besoin de restaurer ces données et de remettre à disposition ces applications, Vim a développé une plateforme qui suit finalement les infrastructures hybrides de nos clients. Donc encore une fois, que ce soit on-prem ou dans le cloud, on va d'abord commencer par faire du backup. Le point, c'est que vos workloads soient on-premise, physique ou virtuel, on va être en capacité de les protéger. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça va être de le redémarrer. Donc après
le backup, Vim fait finalement du plan de reprise d'activité, et un des use cases, ça va être à la fois d'externaliser ces données dans le cloud Azure, mais aussi d'être capable de redémarrer des instances. Et on s'est adapté aussi au marché. Il y a de plus en plus d'applicatifs qui sont en SaaS, et donc du coup, comme Office 365, on a élargi notre plateforme pour pouvoir aller couvrir Office 365. Vim se base en fait sur quelque chose de très simple, sur une règle de bon sens qui est la règle du 3-2-1, qui dit que dans le monde de la data protection, il faut avoir 3 copies de ces données sur 2 supports différents, dont une externalisée. Une externalisé, ça vous le connaissez déjà aujourd'hui, que vous utilisez Vim ou une autre solution, peu importe. Aujourd'hui, ça se fait en général sur des bandes, ce qui est à la fois contraignant, parce qu'il faut normalement sortir ces données tous les jours. Donc soit vous avez quelque chose, un processus qui est bien huilé, et il y a eu souvent des sociétés extérieures qui viennent récupérer vos bandes, soit pour la plupart de nos clients, c'est assez mal géré, les bandes restent dans le data center, en cas de crash majeur, en fait, finalement, on se rend compte que cette règle du 3-2-1 n'est pas appliquée. Et c'est exactement le scénario qu'on propose avec Microsoft. Donc sur la slide suivante, s'il vous plaît, on va voir les différents scénarios. Avec Microsoft, on va être capable, le premier use case, c'est d'externaliser vos sauvegardes Vim. Donc vous allez faire un premier backup on-premise et ensuite externaliser dans Azure. L'avantage, c'est que vous allez avoir une copie qui va être hors ligne. Et ça, c'est hyper important, parce que si jamais demain vous avez par exemple une attaque ransomware, on se rend compte que lors d'une attaque ransomware, les données qui sont cryptées, c'est à la fois les données de prod, mais ils s'attaquent aussi au backup, et ça veut dire que les données sauvegardées on-premise sont aussi cryptées. Donc l'objectif, c'est de se dire, quoi qu'il puisse m'arriver, que ce soit une attaque de ransomware, une attaque virale, un crash matériel ou un incendie par exemple dans le data center, j'ai toujours une copie de mes données qui est à l'extérieur, qui est en ligne et qui est protégée, sachant que Vim assure toute la sécurité dans le cloud Azure. On monte des tunnels SSL et on crypte les données une fois qu'elles sont dans Microsoft Azure. Et puis enfin, que ça soit par exemple, si je prends l'exemple du PAX, c'est des volumétries de données qui sont énormes, et ça pose des vrais problèmes de rétention à long terme. Je pense pas dire de bêtises, sur certaines pathologies où on vous demande dizaines d'années de rétention sur les données. Le cloud de Microsoft, et notamment Blob, qui est du stockage objet en capacitif et peu cher, peut vous permettre d'archiver vos sauvegardes à très long terme pour des coûts compétitifs sans devoir tout garder on-premise. Donc voilà les différents challenges qu'on adresse avec Microsoft. Aujourd'hui avec Progelis, on a souhaité faire un focus sur un sujet qui est hyper important et finalement pas si bien connu, qui est la protection d'Office 365. Parce que même si Microsoft de base apporte un certain nombre de protections, il est nécessaire d'avoir un outil complémentaire de sauvegarde de son environnement, exactement de la même manière que ce que vous faisiez avec votre Exchange on-premise. Il faut faire la même chose dans Azure. Je vais repasser la main à Damien qui va vous présenter les différentes responsabilités entre Microsoft et finalement votre responsabilité concernant vos données Office 365. Tout à fait. Puisque quand on parle d'Office 365, on parle de cloud public, mais aujourd'hui, bien que ça soit des données qui sont dans le cloud, un peu dans le nuage, un peu parti, ces données restent votre propriété et de votre responsabilité. Pour faire simple, entre guillemets, Microsoft, lui, est responsable de la partie infrastructure et du fonctionnement des services. Donc typiquement que si jamais il y a un des data centers Office 365 qui brûle, qu'ils ne perdront aucune de vos datas. Par contre, l'accès et le contrôle de vos données qui résident dans Office 365, ça reste de votre responsabilité. Typiquement, vous prenez un ransomware qui va crypter vos fichiers sur SharePoint, sur OneDrive. Microsoft ne pourra rien faire pour vous, c'est de votre responsabilité d'avoir un outil qui permet de faire des choses, de permettre de restaurer ça. Alors, Microsoft fournit aussi quand même quelques petites technologies de base, en fait, pour la plupart des outils. La plupart des outils Office 365 aujourd'hui ont une corbeille qui a un fonctionnement différent en fonction que ça soit de la corbeille Exchange ou la corbeille SharePoint ou la corbeille OneDrive. Microsoft fait de la géoredondance entre ces data centers pour pouvoir garantir que vos données sont pas là. Par contre, en cas de, je dirais, mauvaise manipulation d'un utilisateur qui supprimerait des fichiers ou des mails et qui s'en aperçoit une fois la durée de rétention passée, là Microsoft ne peut rien faire pour vous contractuellement. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce qui peut se passer, c'est que aujourd'hui rajouter une partie backup comme on le faisait sur une infrastructure on-prem,
ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur la pérennité de ces datas et aussi d'avoir un outil qui permet, parce que une fonction plus souple et plus simple pour restaurer des données, puisque aujourd'hui il y a des technologies en fonction des licences que vous pouvez avoir dans Office 365 quand vous avez des gros niveaux de licence, du E3 ou du E5, ce qu'on appelle de l'archivage légal, qui va vous permettre de marquer des boîtes aux lettres pour dire ces boîtes aux lettres là, les fichiers même s'ils sont supprimés, ils sont toujours gardés. Par contre, entre guillemets, ça vous fait de la sauvegarde à plat et ça vous permet pas forcément d'avoir un outil qui va vous permettre de facilement restaurer un mail. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on fait de la sauvegarde. Donc les raisons, j'en ai parlé tout à l'heure, de sauvegarder, suppression accidentelle qui représente une grande majorité quand même des cas. Ça arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça arrive, voilà. J'ai un client important dans la santé qui avait supprimé des adresses, des listes des boîtes aux lettres partagées, donc elles n'étaient pas directement utilisées par les utilisateurs, donc ils se sont rendus compte au bout de quelques semaines, le mal était fait, c'était trop tard, et ils ont perdu les données. Voilà. Parce qu'il y a des choses, effectivement, comme on en parlait, c'est un très bon exemple, c'est que tout à l'heure je parlais de la corbeille Exchange. La corbeille Exchange marche quand je supprime un mail et que je reste dans la corbeille. Quand je supprime la boîte, c'est ça. Et ben la corbeille elle est partie avec la boîte. Donc là j'ai plus rien. Et puis là. Je peux toujours tenter un appel au support Microsoft, mais voilà, c'est selon leur bon vouloir et ainsi de suite. Donc il y a cette suppression accidentelle, les stratégies de rétention qui pourraient m'être appliquées. On me demande de garder, je sais pas moi, les mails pendant 8 ans. Pour des raisons diverses et variées. Alors on va le voir en détail juste après. Ouais. Elle est hyper intéressante celle-là. J'ai beaucoup de clients qui me disent mes données dans SharePoint, combien de temps je peux les garder, quelle est la durée de rétention. C'est juste après. Ouais. La menace des collaborateurs internes ou malveillants. Voilà, j'ai un salarié qui quitte l'entreprise, il purge tout ce qu'il avait accès, je m'en aperçois pas tout de suite. Voilà, c'est trop tard. Les menaces externes, tout ce qui est ransomware, c'est encore d'actualité. Il y a je sais plus quelle ville aux États-Unis qui est en panne depuis plus d'un mois parce qu'ils ont pris un cryptolocker et ils refusent de payer. C'est Baltimore, effectivement, où ils ont plus de système d'information. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Voilà, il y avait eu un hôpital aux États-Unis aussi l'année dernière, je crois, qui s'était fait attaquer. Donc c'est des choses qu'on voit régulièrement. Des obligations légales et de conformité, donc j'en parlais juste avant, effectivement, je peux avoir des obligations de conformité qui m'imposent d'être obligé de garder, d'archiver mes documents pendant 8, 10, 20 ans, ou des choses comme ça, d'être capable de les récupérer si on me les demande. Et puis après, toute la partie gestion de déploiement hybride et puis des migrations, tout ça peut être intéressant aussi quand je fais des migrations, d'avoir un petit outil qui me faciliter la vie. Donc pour être un peu plus précis, aujourd'hui, voilà ce que Microsoft propose comme protection. Dans les différents workloads Office 365. Donc on peut s'apercevoir que un objet qui est mis à la corbeille, au bout d'un mois, il est supprimé définitivement. Ça c'est par exemple c'est le réglage de base. Je peux étendre un petit peu la durée de rétention, mais pas de manière indéfinie. Je peux la passer par exemple à 3 mois. Dans SharePoint par exemple, j'ai plusieurs corbeilles. J'ai une corbeille dite utilisateur et j'ai une corbeille de entre guillemets d'administrateur, ou entre guillemets quand je supprime un fichier SharePoint dans SharePoint, il va passer dans la première corbeille utilisateur. Au bout d'un mois, cette corbeille va être vidée et ça va arriver dans la corbeille administrateur. Par contre, si je m'en aperçois au bout de 5 mois que le fichier a été supprimé, là effectivement Microsoft ne peut plus rien faire pour moi. Et dans le cadre d'un salarié quittant l'entreprise, si je supprime tout son compte utilisateur, au bout d'un mois, Office 365 purge toutes les données. Donc effectivement, il peut y avoir des cas où il peut s'avérer compliqué de récupérer des données d'un utilisateur. Et sachant qu'en plus, comme on peut le voir là, c'est que la durée moyenne entre le moment où le fichier est supprimé et le moment où on s'en aperçoit et qu'on en a besoin, elle est en général de 140 jours, et ce qui est un peu plus élevé que ce que propose Microsoft par défaut. Sachant qu'en plus, comme je le disais tout à l'heure, en fonction des produits d'Office 365, la rétention n'est pas toujours la même, donc ça peut être un peu compliqué. Aujourd'hui, avec un produit comme Vim Backup pour Office 365, l'avantage c'est que je reprends la main sur cette stratégie de rétention, et puis c'est moi qui définis pour les workloads Office 365 quelle durée de rétention j'applique, avec, je dirais, de manière classique, comme ce que je faisais avant sur mon infrastructure on-prem, où c'est moi qui définis les fenêtres de sauvegarde, les fréquences,
et les durées de rétention. Elles sont super ces slides. J'aime bien sur toutes les durées de rétention, Ça permet visuellement elles sont claires. Ok. Parfait. Merci Damien. Bonne transition justement pour que Jérémy puisse nous présenter justement comment sauvegarder mes données Office 365. Si on parle que ce soit de la messagerie, de OneDrive, de SharePoint. Est-ce que Jérémy, tu peux nous présenter un petit peu en quoi les solutions de Vim répondent à ces différentes contraintes et problématiques? Ouais, donc en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on se positionne plutôt comme un outil complémentaire. Et je pense que il y a deux éléments qui sont importants. C'est ça va être l'historisation, c'est-à-dire que même si Microsoft donne la possibilité à ses utilisateurs de pouvoir récupérer des éléments supprimés, c'est complètement différent d'un backup. Pour les personnes qui connaissent bien le backup c'est une stratégie de rétention. Donc on va par exemple garder 30 jours les 30 derniers jours de backup, et puis après on va garder un backup mensuel, un backup trimestriel, un backup annuel, et puis ça on va le faire sur 5 ans. Ce qui permet finalement, prenons l'exemple de ce qu'on faisait sur un Exchange on-premise, c'était de pouvoir être en capacité de remettre la base de données finalement Exchange telle qu'elle était à un moment précis, ce qui est tout à fait différent d'un utilisateur qui, pour X raisons, souhaite par exemple supprimer des éléments. On sera dans l'incapacité de voir finalement les actions qu'il a menées. Donc une protection d'Office 365, c'est exactement ce qu'on faisait auparavant sur du on-prem, que ce soit pour SharePoint ou Microsoft Exchange. La solution Vim Backup a été exactement développée pour répondre à ces problématiques. C'est de se dire finalement je vais être en capacité de pouvoir gérer toutes mes données dans Office 365 avec la même politique de sécurité et de protection que ce que je pouvais faire on-premise, et ça vous permet finalement de garder le contrôle, parce que le deuxième élément important finalement c'est la capacité de restauration. Il y a notamment énormément d'opérations que vous pouvez faire en scriptant dans Microsoft Azure, hormis que la plupart du temps, d'abord on restaure pas tous les jours, et quand on doit le faire, il faut que ça aille vite et que ça soit simple. On verra tout à l'heure un exemple. Pour ceux qui connaissent Vim, on a des explorers pour naviguer dans les backups et pouvoir restaurer. On va donner exactement la même possibilité avec les outils d'Office 365. Donc l'idée, ça va être de protéger la globalité des données, donc SharePoint, Exchange et OneDrive, de pouvoir avoir une stratégie de protection hybride, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de centres hospitaliers et d'organismes de santé qui avaient, du fait que Microsoft n'était pas certifié HDS, migré un certain nombre d'utilisateurs dans Office 365 qui ne manipulaient pas de données de santé et avaient maintenu un Exchange on-prem pour le reste des populations médicales qui manipulaient de la donnée de santé. Vim, finalement, nous, on va protéger la globalité avec un seul et unique outil, et quand vous allez devoir restaurer les données, vous n'allez pas devoir vous poser la question si l'utilisateur il est dans Azure ou s'il est on-prem. Finalement, vous allez juste avoir votre arborescence avec la globalité de vos utilisateurs, qui soit dans votre data center ou dans Azure, et vous donner la possibilité. Et donc finalement, tout ça, ça va vous permettre de pouvoir répondre à des contraintes légales. Après, il faut se dire les choses, c'est-à-dire que ça représente à la fois un coût de licence, parce que il y a des licences Vim à acheter, des licences, et puis il y a des coûts de stockage dans Azure, ce qui fait qu'on se rend compte que tous les clients qui déploient, que ce soit dans le monde de la santé ou dans d'autres secteurs d'activité, ils le font pas nécessairement sur la globalité des utilisateurs. Ils le font sur une partie des utilisateurs qui sont sensibles. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous voyez sur la diapo, on déploie tout simplement le service Vim Backup pour Office 365 dans une instance Azure. C'est quelque chose qui est très simple. C'est au catalogue, à l'OCP catalogue de Microsoft, dans la marketplace. Donc vous pouvez la déployer. Et ensuite, vous allez tout simplement intégrer avec vos credentials votre organisation Exchange, Office 365, OneDrive, etc.
dans les paramètres et vous allez choisir de la même manière que ce que vous faisiez on-premise la politique de protection que vous souhaitez. Donc c'est vous qui allez décider d'abord si vous protégez la globalité des utilisateurs ou uniquement un certain nombre d'utilisateurs. Vous allez pouvoir définir les politiques de rétention, le nombre de backups que vous souhaitez et une fois que ça c'est fait, vous allez finalement faire le choix de rapatrier les données dans Azure. Alors comme maintenant vous avez le choix de la localisation de vos données, même si tous les data centers de Microsoft sont redondés, ça peut être intéressant de se dire si mon Office 365 est sur les data centers parisiens, je vais par exemple externaliser la sauvegarde sur un autre data center. Une fois que cette stratégie de protection est mise en place, tous les jours ou peut-être toutes les semaines, en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous aurez un backup de votre donnée et vous allez être en capacité ensuite d'avoir des sauvegardes que vous allez pouvoir restaurer. Donc les sauvegardes que vous allez pouvoir restaurer, c'est très simple. Vous allez par exemple pouvoir faire le choix si c'est par exemple un utilisateur qui a supprimé un mail par erreur, soit de le restaurer directement en production. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur va voir le mail réapparaître dans sa boîte, ou alors ça peut être de le récupérer sur votre bureau, de le récupérer en copie et de l'envoyer. On se rend compte aussi que finalement toutes ces restaurations, elles se font à partir des Vim Explorer. Donc on a 3 Explorers, on les a depuis toujours chez Vim. C'est une des raisons pour lesquelles nos clients apprécient la simplicité de notre solution. C'est finalement une ergonomie qui est très semblable aux interfaces de Microsoft, que ça soit pour Active Directory, Exchange, SharePoint, etc. Et si on peut passer à la slide suivante, je pense que... c'est ce que tu présentes peut-être en bas. Et voilà, c'est... Je voulais peut-être intervenir pour peut-être te poser une question juste avant. Je voulais pas t'interrompre. On a une question effectivement. Est-ce que on peut également restaurer le compte Office 365 d'un utilisateur, qui aurait été supprimé malencontreusement? Ouais, parce qu'en fait, quand vous Vim en fait backup Office 300, la globalité du compte Office 365. Après, on peut être granulaire dans ce qu'on va vouloir protéger, mais c'est un des avantages, c'est que effectivement, nous on va vous donner une vue de Office 365 tel qu'il était il y a une semaine, il y a 2 semaines, la veille. Donc vous allez pouvoir restaurer vos utilisateurs. Avec finalement les Explorers qui vous donnent votre arborescence. Donc à la limite, si tu peux passer à la slide suivante, on le voit très bien. Oui. Voilà. Donc en fait, ça c'est un Explorer Vim et comme vous pouvez le constater, ça ressemble très étrangement, mais évidemment c'est fait exprès, à ce que vous avez l'habitude de voir dans votre interface Exchange, qui vous permet alors finalement soit de restaurer la globalité, soit uniquement une boîte aux lettres, ou alors de manière très granulaire, de pouvoir restaurer uniquement un mail. Comment ça se passe? Vous ouvrez, quand vous êtes dans votre console Vim, c'est très simple. On va vous montrer tous les points de rétention que vous avez. Donc en fonction de la politique, par exemple, vous aurez un backup des 30 derniers jours. Vous allez choisir le point de rétention qui vous intéresse. Et Vim va vous réouvrir dans l'Explorer, finalement, votre Office 365 tel qu'il était à la date que vous avez choisi. Depuis quelques années, on a complété nos Explorers avec des fonctionnalités qui sont assez sympas parce que sur les très gros établissements, les très gros CH qui sont clients chez Vim, ça peut être 2-3 000 utilisateurs. C'est pas toujours évident de naviguer dans les forêts. Donc, ce qu'on propose, c'est un outil de comparaison. C'est-à-dire que vous allez demander à Vim de faire un comparatif entre, prenons par exemple un OneDrive, entre un OneDrive qui est en prod et un OneDrive et un backup.